Brosser l'histoire à rebrousse-poil. Christophe Colomb, Vasco da Gama, James Cook. Joseph Duplex, Cecil Rhodes, Hubert Lyautey. Ou encore Clément Attlee, Pierre Mendès France, Charles de Gaulle. Chaque écolier studieux peut réciter la litanie des héros de l'exploration, de la colonisation et même de la décolonisation, lesquels sont tous européens, comme si les principaux concernés, les populations amérindiennes, asiatiques et africaines, n'avaient joué aucun rôle, comme si, victimes passives ou barbares impotents, elles avaient été absentes de leur propre histoire. Ce roman impérial a été battu en brèche par plusieurs générations de chercheuses et chercheurs qui s'attachent aujourd'hui à restituer d'autres points de vue, révélant la part manquante de cette histoire commune. Ce livre nous convie à ce renversement de perspective en se focalisant sur les résistances à la domination coloniale occidentale. Il donne à voir un passé plus complexe que le récit coproduit par les historiens néocolonialistes des ex-métropoles et les historiens nationalistes des anciennes colonies. Défendant des options politiques antagonistes, ceux-ci ont pourtant tous surestimé la capacité de domination des Européens. Cette prétendue omnipotence occidentale arrangeait aussi bien les élites occidentales autosatisfaites que les nouveaux dirigeants qui, dans les anciens pays colonisés, y voyaient un argument politique pour légitimer leur position et parfois excuser leur incurie. L'entreprise coloniale a d'emblée suscité des résistances farouches en Asie et en Afrique. L'appropriation des territoires s'est avérée la plupart du temps lente, difficile et inaboutie. Bien loin des images d'Épinal de la paix impériale, la domination européenne est en permanence contestée par des minorités agissantes, tandis qu'une fraction des élites autochtones coopère avec les colonisateurs pour asseoir son pouvoir social et économique. Cette collaboration constitue une condition sine qua non de l'expansion coloniale. Brosser l'histoire à rebrousse-poil. Selon l'heureuse formule du philosophe Walter Benjamin, revient ici à retrouver par le bas la capacité d'action des colonisés, des femmes et des hommes anonymes qui ont décolonisé le monde contemporain, et à ranger définitivement au placard les rassurantes hagiographies et les impressionnantes totems nationalistes pour entendre la suggestion du fameux proverbe cher à l'écrivain nigérian chinois Achebe, « Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. » Bonsoir, les rencontres littéraires de Lima se poursuivent dans des conditions singulières puisque nous sommes seuls dans la salle du Haut Conseil et non pas dans la salle de la bibliothèque comme d'ordinaire. Nous sommes avec Karim Misquet. Le texte que vient de lire Amougraya est extrait du livre Décolonisation. Ce livre est en quelque sorte le décalque écrit de la série documentaire en 3 parties que vous avez réalisée pour Arte qui est co-éditeur avec Le Seuil de ce livre. Peut-être ma première question, Karim Misquet, l'idée de ce livre, on a bien entendu le texte, brosser l'histoire, ça veut dire qu'il fallait la dépoussiérer, et à rebrousse-poil, il fallait aller un petit peu à contre-courant de ce que l'on entend habituellement. C'est ça l'idée ? Oui, effectivement, donc avec Pierre Singaravello et Marc Boll qui sont donc les co-auteurs et de la série et du livre, nous avons voulu renverser la perspective et déjà à partir du mot même qui sert de titre et à la série et au livre, décolonisation, parce qu'en fait c'est un mot trompeur. On pourrait penser que tout d'un coup les colonisateurs se sont dit bon allez ça suffit, on remballe tout et on rentre à la maison. Non, ils ont été mis dehors.
Et donc, s'ils ont été mis dehors, même d'un point de vue, je dirais, d'écriture dramatique, en fait, c'était beaucoup plus efficace de se placer du point de vue des principaux acteurs, c'est-à-dire ceux qui ont résisté, ceux qui ont lutté pour arriver à obtenir ce résultat qui est la décolonisation. Je pense que ça permet de comprendre beaucoup plus de choses que d'être du point de vue du point de vue des colonisateurs, parce que finalement, ce ne sont pas eux les acteurs principaux de cette histoire. Donc, il nous a paru assez juste, non seulement d'un point de vue, pas tant d'un point de vue en fait moral, mais d'un point de vue purement narratif, d'être du point de vue des acteurs principaux. Vous avez cité vos 2 co-auteurs, vous pouvez peut-être nous les présenter brièvement, Pierre Singaravelou et Mark Ball? Oui, bien sûr. Alors, Pierre Singaravelou est historien. Il est donc à la fois à la Sorbonne et au King's College. Je me souviens pas de tous ses titres, mais il en a beaucoup. Voilà, donc c'est un historien qui est notamment, comment dirais-je, qui s'intéresse beaucoup au travail de ce qu'on appelle les subaltern studies, qui est un courant historique qui est né plutôt dans le sous-continent indien, avec cette idée justement de s'intéresser aux catégories auxquelles on s'intéresse pas nécessairement, les colonisés, les femmes, les intouchables, bon voilà, tous ceux qui souvent n'ont pas, qui en général n'ont pas voix au chapitre, mais qui n'en font pas moins l'histoire. Et Mark Ball est réalisateur comme moi, donc nous sommes 3 co-auteurs, mais on est 2 réalisateurs pour la série et 3 co-auteurs pour le livre. Et donc, Mark, voilà, a réalisé pas mal de films. Notamment, son dernier, c'était sur la question des violences policières en France. On avait aussi travaillé ensemble sur une série précédente qui s'appelait Juifs et musulmans, si loin, si proches. Et voilà, on partage pas mal de centres d'intérêt. Alors, il y a un 4e aussi qu'il faut vous adjoindre, c'est l'illustrateur Simon Panetra. Simon Panetra, tout à fait, qui est un jeune illustrateur et qui s'est emparé vraiment voilà, d'une manière très, très forte, extraordinaire de ces histoires qu'on lui a confiées, en fait, pour qu'il les illustre, puisque dans le livre, il y a donc à chaque tête de chapitre un dessin qui incarne la petite histoire qu'on va raconter, donc avec le héros de cette histoire, voilà, qu'il s'agisse de Lamine Senghor, de Ho Chi Minh, de Kateb Yassine et même de Mobutu, parce qu'on a aussi des bad guys dans notre histoire. Enfin, pas beaucoup, surtout lui en fait, mais et voilà. Et donc il a voilà, il a vraiment fait un travail extraordinaire d'incarnation. Et je pense que pour arriver à rendre ces portraits, à les rendre aussi vivants, ça veut dire que lui-même, en fait, est quelque part devenu, pendant un petit moment de sa vie, chacun de ces personnages. Alors la série télévisée est découpée en 3 parties, tout comme le livre. Cette chronologie, le choix de cette chronologie, 1857-1926, c'est la première étape que vous intitulez l'apprentissage. La seconde, 1927-1954, la libération. Et puis enfin, 1956-2013, le monde est à nous. Pourquoi ce choix de ces dates et de ce découpage en 3 parties? Alors, l'idée de départ qui nous a tout de suite paru évidente, en fait, c'était que la décolonisation commence au premier jour de la colonisation. Bon, alors après, c'est compliqué de savoir exactement où commence la colonisation, évidemment, ça dépend des territoires, etc. Donc on est parti de la plus grande révolte anticoloniale, d'une certaine manière, de l'histoire, ou qui est presque une matrice d'autres révoltes, qui est ce qu'on a appelé la révolte des Sipais en français, Sepoys Mutiny en anglais, mais que les Indiens appellent leur première guerre de libération, en fait. Donc ça, c'est très intéressant. Une révolte pour les Anglais, une guerre de libération pour les Indiens. Et c'est très intéressant ce moment qu'on a choisi parce que c'est le moment où on passe d'un type de colonisation à un autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la Compagnie britannique des Indes orientales, c'est-à-dire une compagnie privée. C'est comme si aujourd'hui, je sais pas moi, Google ou Facebook possédaient un pays, pour donner une idée, quoi. C'est une compagnie privée qui possède l'essentiel du sous-continent indien. Mais il y a quand même des princes qui sont là, ils négocient avec en permanence, etc. Mais il y a un moment où ils sont devenus très très forts, et ils sont devenus très forts parce que notamment ils ont recruté une armée privée de 250 000 hommes, dont 200 000 Indiens. Donc le problème, c'est que là, tout d'un coup, leur force devient une faiblesse parce que ces Indiens, il se pourrait bien qu'ils se révoltent. Et effectivement, c'est ce qu'ils vont faire
mille raisons, mais on va dire notamment parce que cette compagnie des Indes orientales est en train d'absorber les royaumes ou les seigneuries les uns après les autres, et du coup, ils sentent que tout va. L'Inde indienne en fait est sur le point de disparaître en gros. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. La première étape, c'est que cette révolte va échouer. Pourquoi elle va échouer ? Elle va échouer parce qu'en fait, les Indiens ne s'en sont pas rendus compte, mais les Anglais avaient déjà changé tout le système, d'une certaine manière, par en dessous. Et une révolte qui se contente de vouloir remettre les anciens chefs sur les trônes, ça va pas marcher, parce que l'Inde est devenue complètement différente, et finalement, les Anglais vont arriver à rattraper en se ralliant avec d'autres princes, notamment avec les Sikhs, etc. Bon. Mais il y a un apprentissage qui commence à ce moment-là. Ah, ok, on s'est fait avoir de cette manière-là. Ils nous ont battus de cette manière-là. Donc ensuite, ce qu'on raconte à travers différentes histoires pendant tout ce premier épisode, c'est comment, que ce soit en Inde, au Kenya, au Congo, en Algérie, en Indochine, il va y avoir un apprentissage de ce qu'il faut faire en fait pour arriver à se libérer pour de bon. Et la fin de cet épisode, c'est la guerre du Rif. Parce que la guerre du Rif, Abdelkrim a une idée de génie, il crée la République du Rif. Bon, sur le terrain, le Rif, c'est un pays montagneux, assez traditionnel, mais il appelle ça une république, il commence à réformer l'administration, etc., à se donner les moyens de créer un État moderne, et il dit aux Européens, j'ai fait un État moderne, vous dites que vous venez pour nous civiliser, mais on est civilisé, on a même une république, alors laissez-nous être indépendants. Évidemment, ça va pas marcher, donc lui aussi, il va perdre, mais en revanche, il a trouvé finalement, d'une certaine manière, une recette que vont prendre après lui tous les autres colonisés qui vont vouloir se libérer. Tous vont créer des États modernes sur un modèle occidental, parce que finalement, c'est ce modèle-là qu'il a emporté, en fait. Deuxième étape. Voilà, donc la deuxième étape, ça va de 1927 à 1954, en fait, à Dien Bien Phu. Et donc là, voilà, c'est la libération, c'est-à-dire, même si à la fin, toutes les colonies sont loin d'être libérées, mais quand même, il y en a des grosses qui vont être libérées, comme l'Inde, justement. Et donc là, voilà, maintenant, on a compris comment il fallait faire avec Abdelkrim et d'autres, et même sur le terrain, on a bien pigé qu'on n'allait pas pouvoir remettre en place l'ancien système. Donc, comment on fait ? On va lutter sur tous les terrains. Ça peut être le syndicalisme, ça peut être la grève de l'impôt, comme la marche du sel en Inde avec Gandhi et surtout Sarojini Naidu, le personnage auquel on s'intéresse beaucoup. Ça va être l'internationalisme, puisqu'on commence avec la réunion anticolonialiste de Bruxelles en 1927, où Lamine Senghor joue un rôle très important. Il va mourir peu après, mais il aura écrit un texte qui va être fondateur pour beaucoup, etc., etc. Et ça s'arrête donc en 54 avec Dien Bien Phu. Et là, c'est une victoire militaire et surtout, c'est une claque qui est donnée à la France impériale, dont elle ne se relèvera pas. Et quelques mois après, c'est la guerre d'Algérie qui commence. Donc, on voit bien que cette période maintenant est terminée et que derrière, tout va tomber. Donc, ça y est, la colonisation, elle est finie. Même si dans la tête des colons, elle n'est pas encore terminée, on sait que ça va se terminer. Tout le monde le sait. Toute personne qui regarde un peu la réalité en face. Et ensuite, donc, de 56, on commence en 56 avec Frantz Fanon à Blida. Donc le psychiatre martiniquais qui arrive là-bas parce que lui il s'intéresse il veut soigner les colonisés, mais il se rend compte qu'en fait c'est pas les colonisés, et ça sert à rien de les soigner, c'est la colonisation elle-même qui est une maladie, et finalement il rejoint le FLN. Et ça se termine en 2013 avec un procès symbolique et très très important qui s'est tenu à Londres, où a été mise en accusation la répression, la torture, l'internement forcé, plein de choses qui sont passées aussi en Algérie de la même manière. C'est deux colonies de peuplement, le Kenya et l'Algérie. Donc là, ça se passait au Kenya, et ce qu'on appelait les Mao Mao avait été réprimé d'une manière horrible par les Britanniques, qui ont fini par s'excuser officiellement et dédommager les victimes de survivantes, en tout cas de torture de l'époque en 2013. Donc pour nous, on considère que ça veut dire que maintenant cette histoire coloniale, en tout cas, beaucoup de gens ne veulent pas la regarder, mais on peut la regarder, on a tous les moyens pour le faire, y compris ce procès qui dit bien qui a fait quoi. Alors, c'est sur ce canevas chronologique, vous allez construire le livre, tout comme vous aviez construit les séries. Alors, le livre a une mise en page très, très particulière. Il y a des typographies, il y a des encadrés qui reviennent, qui ponctuent chacun des chapitres. Vous avez des documents photos qui viennent les illustrer. Vous avez des écritures même différentes. Comment s'est passée cette orchestration de la parole écrite ?
Oui, ça a été un travail qu'on a fait donc ensemble avec Pierre Singaravelou et Marc Boll, et avec les éditrices des éditions du Seuil et d'Arte, donc Nathalie Beau, Claire Lecam, notamment pour le Seuil. Et on a réfléchi à comment effectivement traduire, enfin faire un véritable objet littéraire à partir d'un objet filmique, donc ce qui n'est jamais simple. C'est pour ça que c'était important de distinguer ce qui était ce qu'on va appeler, on va dire, la narration principale, qui elle est tirée du documentaire, avec à l'intérieur de la narration des transitions qui parfois ont un ton assez particulier, qui servaient pour passer dans le film d'une séquence à l'autre, et qui là servent pour passer d'un chapitre à l'autre, et aussi à l'intérieur de chaque chapitre des encadrés qui donnent un autre point de vue sur l'histoire qu'on vient de raconter, soit en racontant une autre histoire, soit en donnant des compléments d'information, voilà, pour en faire un vrai livre d'histoire, et donc aussi évidemment un choix de documents visuels, donc essentiellement des photographies, quelques images arrêtées tirées de films, ou des peintures ou des gravures, voilà, pour faire un objet qui existe en soi, quoi. On va le feuilleter ensemble. Alors, on a compris que vous n'alliez pas vers les grandes figures habituelles, celles qu'on a l'habitude de voir dans les manuels ou dans les articles que l'on peut lire sur le sujet, mais vous allez prendre quelques figures des seconds plans, ou voire des oubliés. Alors, parmi ceux que l'on connaît mais qui n'ont pas eu le statut de premier plan, on va en retenir 3. Premier, il me semble assez important, c'est Lamine Senghor. Bon, alors, un Senghor peut en cacher un autre au Sénégal, en quelque sorte. Lamine Senghor, c'est un petit peu l'oublié de l'histoire par rapport à Léopold Sédar. Tout à fait. On ne sait pas trop s'ils étaient cousins, peut-être lointains. En tout cas, ils étaient sérères tous les deux de cette région, voilà, du centre du Sénégal. Lamine Senghor, il a un destin assez extraordinaire, hein. Il est au départ, il quitte son village pour aller travailler à Dakar. Il est embauché chez Morel et Prom, qui est vraiment l'archétype de la maison d'affaires coloniale, quoi, qui est notamment exportateur d'arachide, où il est humilié comme n'importe quel ouvrier colonisé à cette époque-là, hein. On est au début du siècle, et finalement il quitte la France. Il quitte le Sénégal, pardon, pour la France, mais comme conscrit, enfin comme engagé. On ne sait pas trop d'ailleurs s'il était conscrit ou engagé volontaire. Il y avait les deux à l'époque. En tout cas, il s'est retrouvé sur le front. Enfin, il s'est retrouvé d'abord à s'entraîner à Hyères, sur la Côte d'Azur, dans le sud de la France, et puis après il s'est retrouvé directement au chemin des Dames et à Verdun. Donc il a été dans les batailles les plus terribles. À Verdun, il a de la Première Guerre mondiale. De la Première Guerre mondiale, pardon, c'est la Première Guerre mondiale. Il arrive en 1916, je crois, et il a été gazé à Verdun. Il a perdu, je pense, les 3/4 de ses poumons. C'est ce qui finira par le tuer une dizaine d'années plus tard. Mais il a survécu. Il a décidé de faire sa vie en France parce qu'il en avait marre d'être un colonisé, et que quand même, bizarrement, en France, on traitait les indigènes de manière relativement égale, parce qu'en fait, la France avait quand même ce principe d'égalité républicaine qui était très fortement mis à mal dans les colonies, mais auquel il fallait garder une sorte de vernis quand même sur le territoire de la métropole. Donc il s'est fait embaucher comme ancien combattant, comme à la Poste, dans le 19e arrondissement. Il a épousé une Française, et il a eu des enfants avec elle. Et il s'est assez vite, donc il a appris à lire et à écrire, et assez vite il s'est rapproché des communistes, qui étaient quand même les plus proches des colonisés, et du journal Le Paria, qui était un journal très important. C'était le journal du prolétariat colonial, qui était édité par le Parti communiste, qui a eu comme premier rédacteur en chef Nguyen Ai Quoc, c'est-à-dire Ho Chi Minh. En fait, à l'époque, ça s'appelait Nguyen Ai Quoc, mais il deviendra Ho Chi Minh pendant la guerre d'Indochine. Il y avait, voilà, je me rappelle pas de tous les noms, mais il y avait aussi des malgaches. Il y avait, je crois, Abdelkader Hadjali, il me semble, qui était un militant algérien aussi très important de l'époque. Il s'est même présenté à des élections, Lamine Senghor, présenté par le Parti communiste, qui a présenté 2 candidats coloniaux aux élections municipales dans les années 20, donc Lamine Senghor et Abdelkader Hadjali. Et
Et après, il s'est un peu éloigné du Parti communiste. Il a créé la Ligue pour les droits des nègres. Il était infatigable. Il allait notamment dans toutes les villes portuaires de France pour recruter pratiquement les seuls noirs qu'il y avait sur le territoire français à l'époque, en tout cas venant d'Afrique, et qui étaient des dockers, donc au Havre, à Marseille, à Bordeaux. Et il finit sa carrière, en fait. Donc il a fait un peu de prison et il a surtout participé donc à cette conférence internationale anti-coloniale de Bruxelles, qui était quand même un énorme événement. Il y avait Nehru qui deviendra le premier ministre indien, il y avait le futur premier ministre de Malaisie, il y avait Messa Ali Hadj qui fondera le mouvement national algérien, il y avait des communistes sud-africains, enfin il y avait tout le beau monde de l'internationalisme colonisé de l'époque, et il a écrit un livre qui s'appelle La violation d'un pays, qui va être traduit en anglais, qui va avoir beaucoup de succès à l'époque, qui va être complètement oublié par la suite. Mais voilà, ça nous paraissait vraiment important de mettre en avant cette figure qui a eu comme opposant Blaise Diagne, qui lui a été le premier député africain à l'Assemblée nationale en France, qui était aussi sénégalais, qui a œuvré pour le recrutement des tirailleurs pendant la guerre. Ils ont eu une célèbre dispute, il y a eu un procès, les journaux français des années 20 en ont beaucoup parlé. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que par exemple à Dakar, l'aéroport s'appelle Blaise Diagne et qu'il n'y a rien qui s'appelle Lamine Senghor. Voilà, donc c'est pas seulement pour cette raison-là, mais c'est vraiment une figure importante et oubliée pour tout un tas de raisons qu'on peut imaginer. Un deuxième figure, alors, qui est un petit peu plus connu parce qu'il a été Premier ministre du Congo, juste au moment de l'indépendance, c'est Patrice Lumumba. Mais lui aussi, il a vite été écarté du pouvoir et de l'histoire par son successeur. Ah oui, il a été écarté de manière radicale puisqu'il a été dissous dans un bain d'acide après sa mort. Donc c'est vraiment. Lumumba, lui, il a une trajectoire vraiment très très intéressante et qui dit beaucoup aussi, parce que une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la colonisation, c'est aussi plein de zones grises. C'est pas du relativisme que de dire ça, c'est juste que du moment qu'il y a des occupants et des occupés qui vivent ensemble dans un même pays, ben forcément il y a des gens qui font un peu les intermédiaires, et tous les gens qui vont avoir accès à une éducation vont se retrouver à être à l'interface en fait entre les colons et les colonisés. Ce qu'on appelait par exemple dans les colonies belges les évolués. Et les évolués, dont faisait partie Patrice Lumumba, devaient jouer un rôle important pour que la Belgique reste le plus longtemps possible. Ils avaient prévu de rester jusqu'aux années 80 quand même, hein, à l'époque. Or, l'indépendance s'est précipitée et est arrivée finalement en 1960. Donc Lumumba est invité à Bruxelles en tant qu'évolué, qui a été repéré par les autorités belges, etc. Il y a des gens en Belgique qui s'intéressent à lui, qui le soutiennent et tout. Et puis, petit à petit, et notamment en allant à la conférence panafricaine d'Accra, au Ghana, en 1956, où il va écouter parler Frantz Fanon, son discours va commencer à évoluer, à se radicaliser, on dirait aujourd'hui. Et quand il est revenu ensuite à Léopoldville, il a commencé à faire des meetings de plus en plus revendicatifs, où il a commencé à avoir des violences, etc. Tout s'est enchaîné. Finalement, la Belgique a dû donner l'indépendance au Congo beaucoup plus tôt qu'elle ne l'avait voulu. Lumumba s'est retrouvé Premier ministre et il a nommé comme chef d'état-major celui qui était plus ou moins son secrétaire, enfin un de ses collaborateurs les plus proches de l'époque, qui était plus jeune que lui, Mobutu. Joseph Désiré Mobutu. Et Joseph Désiré Mobutu va trahir Lumumba pour le compte, en gros, pour faire vite de la CIA et des Belges et des Français. Mais en fait, c'est une instrumentalisation réciproque. C'est-à-dire que Mobutu, il fallait qu'il élimine Lumumba pour pouvoir prendre le pouvoir, tout simplement. Et donc, il l'a fait en se servant de ses grands alliés qui étaient les Occidentaux. Il faut dire que Mobutu était très, très anticommuniste aussi. Et voilà. Et donc Lumumba qui incarnait quand même l'indépendance du Congo et surtout le désir pour le Congo de garder ses propres ressources, parce que le Congo est vraiment un pays extrêmement riche du point de vue des ressources minérales. Et en fait, après, avec Mobutu au pouvoir, ça a été open bar pour les compagnies occidentales, quoi. Alors, on va entendre un texte de Abdelkrim, à propos d'Abdelkrim, Abdelkrim El Khattaoui, qui est la troisième figure que l'on a choisie et qui nous semble importante, là aussi, et qui vous a semblé à vous surtout importante de mettre en avant et de réhabiliter en quelque sorte. Abdelkrim, un modèle pour les révolutionnaires du monde entier.
En survolant le Rif en avion, j'ai regardé par le hublot. Cette région est une zone idéale pour la guérilla. C'est tout un symbole. Ernesto Guevara aurait adressé ces quelques mots en espagnol à Abdelkrim El-Khattabi, rencontré lors d'une soirée organisée à l'ambassade du Maroc au Caire le 14 juin 1959. Le Tché nourrit alors une vive admiration pour l'ancien chef de la rébellion Rifaine, évadé de l'île de la Réunion en 1947 et exilé en Égypte où il continue à exercer un magistère sur les révolutionnaires de l'après-guerre. À leurs yeux, la guerre du Rif, qui a suscité des mouvements de solidarité aux quatre coins du monde, symbolise le premier conflit anticolonial du XXe siècle. Dans leur camp d'entraînement au Mexique, Guevara, Fidel et Raúl Castro avaient été initiés aux subtilités des tactiques de guérilla d'Abdelkrim par leur instructeur Alberto Bayo, un officier de père espagnol et de mère cubaine, vétéran de la guerre du Rif, qui s'était ensuite engagé dans le camp républicain lors de la guerre d'Espagne. Le récit de la victoire d'Anoual, le désastre d'Anoual dans l'historiographie espagnole du 22 juillet 1921 impressionnait Fidel Castro. Ces méthodes de guérilla auraient également inspiré Ho Chi Minh et Mao Zedong. Dans le cadre du conflit asymétrique où le déséquilibre militaire entre les camps est total, qui frappe le Maroc en 1900 et 1927, Abdelkrim adopte une stratégie fondée sur la connaissance intime du terrain, la légèreté de l'armement et une très grande mobilité des troupes. Vincent Chien, journaliste au Chicago Tribune, a observé et décrit en 1924 cette nouvelle manière de combattre. La stratégie d'Abdelkrim et de son frère a été constante. Ne jamais livrer une bataille ouverte qu'en cas d'extrême nécessité, mais toujours harceler, assiéger, établir des embuscades, puis tirer à bout portant, jusqu'à ce que l'ennemi se sente le moral usé et se rende ou batte en retraite devant les forces invisibles de l'islam. Les frères Abdelkrim utilisent leurs contribules, membres de leur tribu, qui manquent d'entraînement au mieux de leur capacité, c'est-à-dire de la guérilla. Leur but est toujours de couper les communications de l'ennemi, de lui donner à penser qu'ils sont plus forts qu'ils ne le sont en réalité et de créer un état de siège, à la fois physique et psychologique, qui le conduit à la fin à se rendre. Bien d'autres combattants avaient adopté cette stratégie avant lui, mais Abdelkrim fut sans doute le premier à la mettre en œuvre méthodiquement à grande échelle. Qui avait fondé cette République du Rif, c'était 1923, il a donné le mauvais exemple. Il fallait que d'autres interviennent. Les Français viennent à la rescousse des Espagnols. Pétain en tête. Oui, Pétain en tête, donc le vainqueur de Verdun, qui est auréolé d'une immense gloire en France à cette époque. Et effectivement, l'Espagne, c'est assez intéressant. C'est un peu comme le Portugal, c'est-à-dire c'est des pays qui, à l'époque, sont quand même très en retard par rapport à la révolution industrielle qui a emporté tout le reste de l'Europe, mais qui quand même veulent leur propre colonie. Donc du coup ils ont pas, c'est vrai que s'ils se heurtent à une forte résistance, ils n'ont pas réellement les moyens de la tenir. Et Pétain va arriver avec, alors je ne me souviens plus des chiffres, mais ils sont dans le livre, enfin une quantité de chars, d'avions, plus de je crois, je sais pas, il doit y avoir 250 000 soldats, quelque chose comme ça, enfin un truc juste énorme, un rouleau compresseur. Et donc Abdelkrim à ce moment-là arrête les frais en fait, il se rend pour que son peuple survive. Ce qui est quand même une belle chose quand même. Déporté à l'île de la Réunion. Voilà. Mais il ne veut pas se rendre aux Espagnols. Ouais. Il se rend aux Français qui sont les vrais vainqueurs. Et puis bon, il se méfie, je pense, un peu des Espagnols. Et il sera déporté à l'île de la Réunion. Les Français aimaient bien déporter comme ça des têtes un peu trop remuantes, on va dire. Ils ont déporté aussi... Ahmed Bamba, le chef des Mourides du Sénégal. Enfin bon, il y avait pas mal de déportations à l'intérieur des colonies
des colonies françaises. Voilà, il finira par s'évader en 47 et rejoindra Qu'en le est-il Caire. aujourd'hui de cette figure? On le reconnaît comme ce qu'il est? Il est un peu oublié? Il est où? Bah, je pense que ça dépend auprès de qui. Chez les Marocains, par exemple. Alors chez les Marocains, je suis pas un grand spécialiste du Maroc, donc je vais m'avancer de manière un peu prudente, mais je sais que dans le Rif, ça, c'est sûr que il est une figure uniformément. Enfin voilà, les gens s'en souviennent. Quand il y a eu des révoltes contre l'État central marocain, ils avaient aussi des t-shirts. Enfin, ils ont des Abdelkrim. Enfin bon, c'est une figure vraiment. Et nous, on l'a vu aussi parce que quand le film est passé, il y a eu tout de suite un site Rifin qui a pris l'extrait qui concernait Abdelkrim et qui l'a diffusé sur ses réseaux de diffusion, etc. Donc voilà, c'est clair. Après, pour le reste du Maroc, je pense que ça dépend des gens. Je ne sais pas, il faudrait vraiment. Là, je peux pas vous dire est-ce qu'il est enseigné à l'école ou pas. Je peux pas m'avancer là-dessus. Je pense que c'est une figure qui est sans doute un peu ambivalente et difficile à peut-être qu'ils prennent un peu avec des pincettes, mais bon, je peux pas dire. Je serais curieux de le savoir. Parmi les réhabilitations de votre livre, on m'en a parlé de 3 figures, mais il y a les oubliés et eux. Parmi les oubliés, ce sont les femmes. Et là, vous faites une place aux femmes qui est ce qu'elle est. C'est-à-dire, je crois qu'il y a 7 ou 8 femmes sur les 24 ou 25 Oui, on doit portefeuilles. avoir à peu près un tiers. Ouais. Alors, ce qui est en dessous de ce qui devrait être, parce que dans la réalité, les femmes ont participé à ces luttes exactement à égalité avec les hommes, y compris dans les pays où après on a préféré les oublier et les renvoyer chez elles, comme en Algérie par exemple. Donc elles ont eu vraiment une participation pleine et entière. Mais en fait, quand on cherche des figures historiques, même si on a cherché des oubliés, on n'a pas cherché non plus des inconnus, disons. Donc malgré tout, ça reste difficile de trouver 50% de femmes, ce qui prouve que le travail d'effacement est bien fait. Alors parmi celles-ci, il y a celle que vous surnommez l'insurgée, Marie Nyanjiru, c'est une Kikuyu du Kenya. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur cette figure? Oui, Marie Nyanjiru, c'est une figure extraordinaire qui était très intéressante pour nous à recréer, parce qu'en fait, on sait très peu de choses sur elle. C'est-à-dire qu'elle est célèbre pour avoir mené tout un tas de gens, des milliers de personnes à l'assaut d'un poste de police britannique au Kenya en 1922. Mais en fait, personne ne la connaissait avant. Donc, du coup, on a retenu son nom et son exploit. Mais comme on sait, en gros, où est-ce qu'elle était née, dans quel quartier elle vivait, etc., on peut à peu près reconstituer son itinéraire. En fait, c'est une femme qui a quitté l'intérieur des terres Kikuyu, qui est allée à Nairobi, qui était la capitale de la colonie. Alors la chose qu'on sait, c'est que la plupart des femmes qui, à l'époque, étaient à Nairobi, étaient des femmes qui se prostituaient et qui souvent brassaient aussi de la bière. Mais en fait, il ne faut pas imaginer ça comme une déchéance. C'est-à-dire, c'était des femmes vraiment dignes et fières. Elles étaient debout. C'est pas parce qu'elles vendaient leur corps qu'elles se sentaient inférieures à qui que ce soit, en fait. Elles avaient choisi d'être libres et de quitter leur village. Et finalement, c'était de cette manière-là, en fait, qu'elles pouvaient l'être. Et en fait, elles étaient plus riches, du coup, que les hommes. Elles savaient bien investir leur argent. Et donc, elles avaient un certain poids, et y compris un certain poids dans le mouvement de revendication qui commençait à naître, qui était dirigé par un Kikuyu. Donc les Kikuyu, c'est ce peuple du centre du Kenya, mais qui a été le plus touché par la colonisation britannique. C'est-à-dire que le Kenya était une colonie de peuplement, mais pas sur toute l'étendue du territoire, dans le pays Kikuyu, où en gros 60 000 Anglais faisaient travailler à leur service 1 million de Kikuyu sur les terres qu'ils leur avaient prises. Voilà. Et donc ce Harituku a commencé à organiser un mouvement de revendication simplement pour les droits des travailleurs et des travailleuses, parce qu'il y avait énormément de problèmes, notamment pour les femmes qui étaient victimes du travail forcé, qui étaient violées par les contremaîtres dans les plantations, etc. Donc il était très populaire auprès des femmes et il s'est retrouvé emprisonné. Mais les gens de son syndicat étaient un peu mous, etc. Et Marie Nyanjiru, elle leur a fait honte d'une manière traditionnelle chez les Kikuyu. Ça existe chez d'autres peuples en Afrique. C'est-à-dire qu'elle a soulevé sa robe pour leur montrer son sexe. Et en fait,
pour eux, ça voulait dire qu'ils n'avaient plus de pouvoir. Elle leur a dit vous n'êtes pas capable en fait d'être des hommes, donc maintenant c'est moi qui porte le pantalon, c'est moi qui prends le pouvoir. Et elle a lancé un cri et elle est partie à l'attaque du commissariat. Toutes les femmes l'ont suivi et du coup les hommes aussi ont suivi. Et il y a eu des dizaines de morts ce jour-là, tuées par balle, et elle est l'une des premières à être tombée. Voilà. Mais donc c'est vraiment une héroïne au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'elle a juste vu une situation d'injustice insupportable et elle a foncé, quoi. Alors un autre lieu auquel on pense pas forcément lorsqu'on évoque la décolonisation, c'est le sport. Et vous faites une place au sport, en particulier avec la grande figure de l'équipe de football d'Algérie, Rachid Mekloufi. Oui, effectivement, ça c'est ce qu'on a appelé le 11 du FLN. C'était un truc assez incroyable, une opération. C'est-à-dire qu'en fait, des recruteurs du FLN sont allés voir les différents sportifs, les différents footballeurs algériens qui jouaient dans des équipes françaises. Mekloufi, lui, jouait à Saint-Etienne, donc était à l'époque vraiment une équipe phare. Il leur a dit vous partez pour Alger. Ils n'étaient pas forcément tous très contents d'ailleurs d'y aller immédiatement comme ça, au pied levé, mais ils n'ont pas eu trop le choix. Je veux dire, on ne pouvait pas désobéir au FLN. Et puis ils étaient quand même tous nationalistes et tout ça, mais ils étaient un peu partagés entre le fait d'avoir une belle carrière en France et en même temps, c'était la guerre d'Algérie, leur peuple était dans la souffrance, etc. Donc ils y sont allés et ça a été cette équipe donc de foot du FLN qui a été montée avec que des joueurs qui jouaient dans la ligue de football sur le territoire de la France métropolitaine a été un instrument de propagande extraordinaire pour le Front de Libération Nationale algérien. Ils sont allés jouer en Europe centrale, alors c'était les pays communistes à l'époque, ils ont joué dans le monde arabe, ils ont joué jusqu'au Vietnam, et ça a été une manière effectivement de populariser la cause de l'indépendance de l'Algérie et voilà. Et après la guerre, ce qui est drôle, c'est que Mekloufi est revenu en France dans le championnat toujours, sauf qu'il a plus joué en équipe de France parce qu'il était algérien, mais il a joué dans l'équipe de Saint-Etienne et il a gagné la Coupe d'Europe, je crois, ou la Coupe de France. Alors je me souviens plus quelle coupe, là j'ai pas relu malheureusement, mais en tout cas et De Gaulle l'a félicité en disant en gros qu'il était le meilleur de la France, quoi. Donc voilà, c'est une histoire qui se termine de manière un peu ironique. Il y a une autre histoire de foot en Inde aussi, on n'a pas le temps de tout évoquer, mais cette histoire de l'équipe à New Delhi de va-nu-pied. À Calcutta, en fait. À Calcutta, ouais. Une équipe de va-nu-pied au sens propre, puisqu'ils jouent sans chaussures face à l'équipe d'Angleterre qui, elle, joue avec des chaussures, et ils vont gagner. Et ils vont gagner en 1911, donc le Mohun Bagan, et ça va être un résultat très très important pour le moral des Indiens. C'est-à-dire que pour beaucoup d'Indiens à l'époque, ok, on a gagné contre l'équipe la plus forte des équipes militaires britanniques du continent, donc c'était symbolique. C'est vraiment effectivement des Indiens sans chaussures qui jouent contre des militaires britanniques et qui les battent. Et donc ça, voilà, le moral des peuples est très important pour gagner une lutte. Et donc effectivement, dans beaucoup de luttes dans différents endroits du monde, les insurgés, les militants nationalistes ont pensé à ces aspects-là. Alors vous ne passez pas sous silence les épisodes odieux de la colonisation. Il y en a deux qui sont particulièrement odieux parmi les plus odieux, oui. Le génocide des Herero en Namibie, auquel s'est exercé un certain docteur Mengele. En fait, Mengele, il n'était pas là-bas, mais il a eu comme prof 2 médecins militaires qui ont pratiqué sur les Herero des expérimentations scientifiques absolument horribles que lui, en fait, fera à Auschwitz sur les détenus juifs, notamment du camp d'extermination d'Auschwitz. Donc on voit bien comment l'horreur là-bas, dans les lointaines colonies d'Afrique en l'occurrence, est revenue en fait en plein cœur de l'Europe. Autre type d'horreur, les mains coupées au Congo pour inciter les gens au travail forcé et prouver que on a bien fait son travail de colon. De tueurs en l'occurrence, effectivement, le Congo, qui à l'époque n'était pas le Congo belge, mais c'était une autre propriété privée. J'ai parlé de l'Inde tout à l'heure à l'époque de la compagnie britannique des Indes orientales. Là, c'était une propriété privée du roi des Belges.
où il y avait en gros pas de loi, c'est-à-dire que le roi avait donné des concessions à différentes compagnies, et sur le territoire de ces compagnies, c'était la compagnie qui était souveraine. Donc, voilà, si les Congolais ne travaillaient pas suffisamment, donc ne donnaient pas suffisamment de latex, parce qu'à l'époque le but c'était de produire un maximum de caoutchouc, on prenait en otage leurs femmes et leurs enfants. Et puis si ça marchait toujours pas, s'il y avait encore pas assez de rendement, on tuait pour l'exemple dans un village. Et donc on envoyait ce qui s'appelait la force publique, qui était composée de Congolais, mais qui venaient d'autres régions du Congo, donc qui s'en fichaient un peu des gens qui étaient là. Et on leur demandait de ramener une main par personne tuée, pour prouver qu'ils avaient bien tué les gens. Mais eux, ils voulaient garder les balles pour braconner, donc pour tuer du gibier en route. Et du coup, ils ont coupé les mains des gens vivants. Et quand ils revenaient, d'ailleurs, ça faisait sans doute le même effet de terreur de toute façon. Et quand ils revenaient, ils montraient les mains et les Belges leur redonnaient des balles pour la prochaine campagne. Donc là, oui, c'est la même année en gros. C'est les mêmes années. C'est 1904, 1905 que le génocide des Herero en Namibie, au sud-ouest africain, qui est pas très très loin de là. Et on voit que là, on est dans ce que Conrad appellera le cœur des ténèbres. On est vraiment au cœur de l'horreur totale. Ce qui est toujours important de rappeler, parce qu'on a quand même beaucoup de discours, la colonisation a fait des hôpitaux, a fait des routes. Bon, d'abord, ça s'est en général passé à la fin de la période coloniale. Quand on regarde, par exemple, les tracés des chemins de fer en Afrique, on voit qu'ils vont à chaque fois de l'intérieur de la colonie à la côte et qu'il n'y a aucune interconnexion. Donc, on ne crée pas du tout un réseau structuré qui pourrait vraiment être un facteur de développement. C'est juste pour prendre les ressources et les amener en Europe. Et puis, ça a commencé par l'horreur la plus totale. Alors nous sommes dans le cadre des rencontres littéraires. Il y a 2 écrivains dans ce livre, écrivains essayistes, Frantz Fanon, Kateb Yassine, tous 2 liés à l'Algérie. Le premier, Frantz Fanon, né martiniquais, mort algérien. Oui, c'est une trajectoire assez incroyable que celle de Frantz Fanon. Nous, on l'a fait commencer par un souvenir d'enfance où il va visiter le monument à Schulcher, qui est celui qui a fait adopter le décret sur l'abolition de l'esclavage en 1848. Et en fait, il comprend pas pourquoi est-ce que on rend hommage à Schulcher et pas aux esclaves qui se sont battus pour leur libération, ou simplement qui ont enduré des siècles d'esclavage. Et donc ça, ce sera la petite graine qui continuera de germer et qui fera sa révolte et sa vision du monde. Il va s'engager dans la résistance quand même, c'est-à-dire qu'il quitte la Martinique en bateau pour la Dominique et de là il vient en France. Il vient d'abord en Algérie, enfin Maroc et Algérie, où il découvre un peu la colonisation, mais il est pas encore dans cet esprit-là, parce qu'il part libérer la France, qui est quand même la mère patrie. Il va être choqué par ce qu'on va appeler le blanchiment des troupes, c'est-à-dire qu'on va éliminer les coloniaux des troupes qui remontent pour finir le combat avec les Allemands en direction de l'Alsace. Ensuite, il fait des études de médecine, etc. Bon, et bref, il va en Algérie avec cette idée de soigner donc les colonisés. Et puis, il arrive, c'est presque tout de suite la guerre d'Algérie. Il y a la bataille de Dien Bien Phu et ensuite, quelques mois après, le déclenchement de la guerre d'Algérie en novembre 54. Et en fait, très vite, il va se rapprocher du FLN. Il est à l'hôpital de Blida. Il va s'en servir pour soigner aussi des combattants FLN qui ont été traumatisés, notamment par la torture, et pour leur permettre de se reposer. Il leur donne des médicaments, il les cache. Et le gouvernement français commence à le savoir. Du coup, il faut qu'il s'en aille. Il part d'abord à Paris, ensuite en Tunisie, où il rejoint officiellement le FLN, dont il va devenir un ambassadeur, en fait, et notamment en allant plus tard à Accra. Voilà, donc c'est une destinée assez fulgurante. Et entre-temps, il écrit Peau noire, masque blanc. Et il a écrit Peau noire, masque blanc en France avant d'aller en Algérie. Et ensuite, en Algérie, il va écrire plusieurs livres, dont Les Damnés de la Terre, qui va être un succès mondial au même titre que Peau noire, masque blanc, et qui va influencer aussi, lui aussi, comme Abdelkrim, va influencer beaucoup de révolutionnaires, notamment les Black Panthers aux États-Unis, mais plein de gens partout dans le monde. Et il meurt très tôt, en 61, d'une leucémie, donc il verra pas l'indépendance de l'Algérie, de son pays d'adoption.
Kateb Yassine, lui, il est né en 29, mais en quelque sorte, le poète naît en 47 à Sétif. Voilà, lui, il est à Sétif, il est de Sétif, et il est vraiment insouciant, hein, c'est un lycéen, il est content, il va au lycée français, et il adore la langue française, et il est poète, en fait, comme son grand-père l'était, mais son poète était poète en arabe. Mais voilà, il se retrouve pris dans la manifestation du 8 mai 45. En fait, c'est pour fêter à la fois fêter la victoire contre les nazis, à laquelle les Algériens aussi ont pris part, parce que les troupes coloniales ont pris part, et aussi pour demander en fait la liberté de l'Algérie. Et donc il y a un drapeau algérien et tout, donc les Français tirent, ils apprécient pas du tout, et ensuite c'est un massacre. Un massacre vraiment abominable dans toute la région, auquel lui va échapper, mais beaucoup de jeunes de son âge ne vont pas échapper à ce massacre. Et sa vie va en être bouleversée, et finalement ça va être un peu pareil, c'est vraiment le point de départ de toute sa carrière d'écrivain, quoi. Alors, on a vu que écrivain algérien. Vous avez réhabilité un certain nombre de figures. Il y a des absents, évidemment. On n'entend pas parler de Bourguiba, de Nasser, de Sékou Touré, de Senghor, l'autre, Léopold Sédar, trop connu ou trop reconnu. Et certains on peut s'étonner qu'ils n'y figurent pas. Je pense par exemple à Ruben Oumniobé au Cameroun, ce militant syndicaliste qui a été lui aussi assassiné. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas lui à côté des autres? En fait, on a choisi, donc on avait plus de 150 ans d'histoire, hein, de 1857 à nos jours. Oui, c'est une gageure. Hein. À traiter sur 3, même 4 continents, parce qu'on va même aux États-Unis à un moment. Donc on a essayé de se limiter en termes de territoire d'abord, pour créer des lignes narratives qui nous permettaient de suivre quand même des histoires qui s'entrecroisent. Donc on a décidé de se limiter à 2 pays en Asie, 2 colonies à l'époque, donc qui étaient l'Inde, qui va donner Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, mais bon, et Indochine, qui va donner Vietnam, Cambodge, Laos. Ça, c'était pour l'Asie. Et pour l'Afrique, on s'est limité donc à Kenya, Congo et Algérie. Après, on a fait des petites incursions, effectivement, pour traiter les personnages, comme Lamine Senghor, qui revient 3 fois, mais finalement, il est moins traité en tant que Sénégalais, en tant que tel, même s'il est bien sûr sénégalais, que en tant que révolutionnaire internationaliste. Parce que son combat, ce qu'il va créer, par exemple, c'est la Ligue pour les droits des nègres. Bon, on est dans quelque chose de plus large, on va dire. Donc du coup, évidemment, on s'est posé des questions. Le Cameroun, c'est très important. On connaît la guerre. Les lusophones aussi peut-être. Les lusophones. Alors les lusophones, voilà, on s'est limité en termes d'empire. On en a pris 3 qui étaient français, belges et britanniques. On a réfléchi aux Néerlandais, aux lusophones, parce que bon, l'Indonésie est un territoire important évidemment, les Indes néerlandaises à l'époque, et bon, toutes les colonies lusophones du continent africain aussi sont très très importantes, Angola, Mozambique et tout ça. Le problème, c'est que on a assez vite éliminé le Portugal parce que eux ils décolonisent après tout le monde en 74, et du coup, pour nous, c'était trop compliqué à gérer. On n'avait pas de raison de revenir encore à une nouvelle guerre anticoloniale. D'une certaine manière, c'était déjà réglé pour nous depuis Dien Bien Phu et puis ensuite la guerre d'Algérie. Les autres ne seraient quelque part que des répétitions, même si bien sûr chaque pays a ses particularités, mais on ne peut pas toutes les traiter. L'idée, c'était vraiment de faire une histoire très internationale, parce qu'on a traité en fait on a traité l'histoire de l'impérialisme collectif européen. Et on l'a pas traité comme un impérialisme pays par pays, on va dire puissance européenne par puissance européenne, comme on le fait souvent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec la conférence de Berlin, on voit très bien, parce que nous, dans le film, on a la conférence de Berlin dans le premier épisode, on voit très bien que les États se mettent d'accord pour partager un continent tout entier. Il y a d'autres exemples qu'on aurait pu donner, qu'on n'a pas eu le temps de donner dans le livre, qui sont par exemple le fait que les Anglais, les Britanniques permettent aux bateaux français de se ravitailler au Cap de Bonne-Espérance sur leur route pour aller se battre en Indochine. Il n'y aurait pas eu cette collaboration, les Français étaient coincés. Comment ils allaient faire pour atteindre l'Indochine ?
Donc on voit bien que la colonisation à partir du milieu du 19e siècle est très différente de celle qui s'est passée dans les siècles précédents où les puissances européennes se battaient. Il n'y a qu'à voir la guerre de course dans la Caraïbe, par exemple, la guerre entre Français et Anglais pour le Québec, enfin ce genre de choses. Là, ça ne se produit plus. Donc on dit, ok, c'est un même impérialisme qui est fondé sur à peu près une même idéologie, c'est-à-dire le fait, comme prétexte, d'aller répandre les lumières et l'éducation, etc., au peuple considéré comme inférieur, et tout ça justifié par un racisme scientifique, dont on parle aussi, qui fait que on estime que la race blanche est supérieure à toutes les autres, et donc elle a le droit de les coloniser. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas. On n'a pas eu trop de, ça n'a pas été un crève-cœur, disons, d'abandonner telle ou telle histoire de résistance ou bien tel ou tel empire, parce que globalement, à chaque fois, la partie parlait pour le tout. J'imaginais bien que ce n'est pas un oubli. Hein. Vous intégrez en revanche d'autres formes de rébellion ou de révolte, Nollywood par exemple. C'est assez intéressant de voir comment le cinéma tout d'un coup intervient dans le débat. Oui, un peu comme le football d'une autre manière, mais on est dans un monde aujourd'hui qui est fait d'images. Et ce qu'on voit, c'est que, notamment pour le continent africain, les images qui sont présentées de l'Afrique sont, de manière univoque, quasiment entièrement négatives. L'Afrique, c'est un continent qui est pauvre, les gens ont rien, il y a des maladies, des guerres civiles, machin. Donc, or, en Afrique, moi j'ai passé une partie de ma vie en Afrique, j'y suis allé vraiment souvent. C'est comme partout. Enfin, je veux dire, il y a des gens. J'ai un père mauritanien, une mère française. Voilà, j'ai un père mauritanien, une mère française. Vous êtes né à Abidjan. Je suis né à Abidjan et j'ai fait mes études supérieures à Dakar. Donc voilà, c'est comme partout. Il y a des embouteillages, des stations-service, des gens qui travaillent, d'autres qui sont au chômage. Peut-être la proportion peut être différente par rapport à ici. Globalement, la société est plus pauvre, mais il y a aussi des riches. Enfin, alors que c'est vrai que dans les images qui sont projetées à l'extérieur, ce qu'on projette, c'est non, l'Afrique vraiment ça va pas et ils ont vraiment besoin qu'on les aide globalement. Et ce qui est intéressant dans Nollywood, c'est que justement on projette une autre image. Quand on regarde les images qu'on sait plus à mettre, là on voit un magasin de DVD par exemple, des gens qui sont comme tout le monde, qui ont l'air d'avoir des embrouilles. Enfin, je veux dire, c'est juste une vie normale. Quand on regarde les films, on voit souvent. Il y a aussi des gens qui sont riches, qui vont dans des grands hôtels, qui boivent du champagne. Et c'est important, en fait, aussi, d'être capable de projeter cette image-là, de ne pas être que dans une image diminuée aux yeux de l'Occident. Et ce qui est intéressant avec Nollywood, c'est que le Nigeria est un grand pays. C'est un pays très peuplé, qui doit faire aujourd'hui plus de 100 millions d'habitants. Donc, ils ont un marché intérieur très important. Et ce marché intérieur n'a pas envie de voir une Afrique de victimes. Ils n'ont pas envie de voir un Nigeria de victimes. Ils ont envie de voir des histoires qui les font rêver et qui leur permettent de s'évader, qui peuvent être... C'est pas du cinéma d'auteur, je veux dire, on n'est pas, c'est pas Abderrahmane Sissako ou Idrissa Ouedraogo ou les auteurs, les bons auteurs du cinéma africain qu'on connaît un petit peu en France. On est dans un cinéma vraiment très grand public, très mainstream, mais qui fonctionne et qui touche les gens. Pourquoi ça touche les gens ? Parce que, en fait, pour la première fois, ils se voient sur l'écran. Ils voient quelque chose qui leur ressemble et qui ressemble à la vie, soit qu'ils ont, soit même à la vie qu'ils aimeraient avoir. Alors on va terminer par une lecture d'Amou Graya qui nous a accompagnés toute la soirée. Et le chapitre s'intitule « Le monde est à nous, le dernier combat » et le texte que l'on va entendre, « L'Empire contre-attaque ». Merci beaucoup Karim Misquet pour nous avoir parlé de ce livre, donc « Décolonisation », publié aux éditions du Seuil et Arte Éditions. Merci. L'Empire contre-attaque. Qu'il est loin le temps où l'Empire britannique imposait sa volonté au reste du monde. En 2020, c'est tout juste si le Royaume-Uni ne suscite pas la commisération tant le Brexit a jeté le pays dans une crise sans précédent. Cette sortie de l'UE a été promue par des politiciens conservateurs nostalgiques de la période coloniale qui considèrent que la Grande-Bretagne va naturellement retrouver son rôle mondial en ravivant ses liens avec ses anciennes possessions réunies au sein du Commonwealth. Ainsi, en novembre 2016, la première ministre Theresa May, pour sa première visite officielle hors du vieux continent,
se rend en Inde, qu'elle qualifie de plus importante et plus proche amie. Durant son séjour, elle veut absolument rencontrer les dirigeants de Tata. Le géant de l'industrie indienne s'apprête à licencier 4000 employés dans son aciérie du pays de Galles et la première ministre semble déterminée à tout faire pour l'en empêcher. Mais les chefs de l'entreprise indienne refusent catégoriquement de la rencontrer. Un refus qui rappelle ironiquement celui opposé 140 ans plus tôt par les autorités coloniales britanniques à Jamsetji Tata. Le fondateur de cette dynastie industrielle n'avait pas pu alors construire son aciérie, car la Grande-Bretagne s'en réservait le monopole. Mais aujourd'hui, le pouvoir économique a changé de camp. Non content d'être un géant de la métallurgie dans son pays, Tata a racheté le sidérurgiste Corus aux Britanniques, avec pour faire bonne mesure Tetley, Jaguar et Land Rover. C'est ainsi une part essentielle de la Britishness, l'identité britannique qui passe aux mains des entrepreneurs de Mumbai. Cela au moment même où l'ancienne colonie devient plus riche que l'ancienne métropole. En 2019, l'Inde est devenue la 5e puissance mondiale, doublant le Royaume-Uni. Comme un goût de revanche historique, pour ce pays, qui était la seconde puissance économique mondiale au début du XVIIIe siècle, à la veille de son assujettissement. Dans le sous-continent, cette mutation spectaculaire prend le visage de l'ultranationaliste hindou Narendra Modi. En homme de son temps, Modi applique à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Inde une politique nationaliste agressive, à l'image de celle de Poutine, Trump ou Xi Jinping. Une politique qui se marie parfaitement avec une hypermodernité cool, totalement connectée à la Silicon Valley. La ville indienne de Bangalore est un acteur majeur de la mondialisation, comme le sont les patrons de Google, Microsoft ou Mastercard. Tous les Indiens de la diaspora, tous des Indiens de la diaspora. Ces hommes et ces femmes polyglottes et cosmopolites sont le produit de l'histoire coloniale. Mais ils gouvernent désormais des empires sans frontières, où la domination n'a plus ni couleur ni patrie. Merci Amou Graya, merci Karim Misquet. Le prochain rendez-vous des rencontres littéraires de Lima, ce sera avec Dima Abdallah pour son livre Mauvaises herbes, publié chez Sabine Vespizet. Merci Amou Graya, merci Karim Misquet. Le prochain rendez-vous des rencontres littéraires de Lima, ce sera le samedi 5 décembre à 16h30. Ce sera avec Dima Abdallah pour son livre Mauvaises herbes, publié aux éditions Sabine Vespizet. Le débat sera animé par Francesca Isidori et les textes seront lus par Clémence Azincourt. Bonne fin de soirée et bonne lecture.